Charles Perrault célébrait avec une étonnante liberté la fable Le renard et les raisins de Jean de La Fontaine, en soulignant le plaisir qu'elle éveillait dans l'imagination. La version de La Fontaine se trouve être effectivement une adaptation plus subtile et moins tranchée que celle d'Ésope. En usant de notre faculté à imaginer, sur quelle lecture et quelle compréhension du texte aboutissons-nous? Par exemple, après avoir lu cette œuvre, considérons-nous que le renard est un personnage figé dans un orgueil mal placé ou un renard plus habile que nous le pensions, ou y aura-t-il tout autre chose? Avant d'explorer les pistes précitées, lisons la fable. Le renard et les raisins. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit au haut d'une treille des raisins mûrs apparemment et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas, mais comme il n'y pouvait point atteindre, ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. Fit-il pas mieux que de se plaindre? Factuellement, nous sommes en présence d'un renard qui, après avoir tenté d'attraper des raisins pour en manger, semble dénigrer le fruit même de sa convoitise. Effectivement, il qualifie ces raisins mûrs comme trop verts et bons pour des goujats. Chose étonnante quand on sait que le renard meurt de faim. Plutôt que d'admettre qu'il ne peut pas les atteindre, celui-ci abandonne précocement son projet, risquant alors sa vie au vu de sa condition. L'orgueil prend le pas sur le besoin vital de se nourrir. Cependant, notons que, dès le départ, à la lecture du texte, le renard semble détenir une réputation qui le précède. Le renard gascon, d'autres disent normand. Est-ce que finalement, le renard ne serait pas victime de ragots et de prompts jugements? Et si cette étiquette d'orgueilleux était en réalité malvenue? En effet, dans cette fable, le renard adopte un comportement que l'on condamne rapidement. Et c'est pourtant un mécanisme humain et universel susceptible d'arriver à tout un chacun, de blâmer les circonstances face à une incapacité personnelle. Une tentative maladroite à un moment T de retrouver un équilibre psychique. Est-ce faire preuve de sagesse et de lucidité que de le réduire à cela? Et finalement, est-ce que nous aussi, nous ne le sous-estimons pas en nous arrêtant à ce que dit la fable? Jean de La Fontaine nous indique qu'il se plaint, mais il n'y a pas de suite. On ne sait pas s'il obtint ou non repas. Se pourrait-il que malgré tout, le renard ait trouvé un moyen de faire bombance? Ce qui nous amène à la deuxième piste. Et si le renard était plus habile qu'il en avait l'air? À imaginer, comme Perrault le soulevait, que le renard ait fait preuve de prudence. Il serait heureux qu'il n'ait pas entrepris plus d'efforts pour manger ses raisins, si ces raisins se révélaient être en réalité toxiques et non comestibles, et qu'il l'avait en effet perçu. Dans ce cas, nous ne parlerons pas de résignation, mais bien de choix réfléchis. De plus, rajoutons que le renard est dichromate. Autrement dit, il ne distingue pas toute la gamme de couleurs. Par exemple, il confond le rouge et le vert. Ainsi, au moment où le renard affirme que les raisins sont trop verts, la raison n'est donc pas liée à de l'orgueil, mais bien parce qu'il le perçoit ainsi. En revanche, en tant que dichromate, le renard sait distinguer les nuances de bleu et de jaune. Et puisque nous sommes sur le terrain de l'imagination, permettez-moi d'avancer une autre lecture. Imaginez qu'en tournant la tête, le renard est aperçu, perché non loin, un corbeau tenant un fromage, bien visible à ses yeux, et qui se soit dit:
Voilà une affaire autrement plus intéressante. Et nous savons tous ce qui s'est passé après. Dans pareil cas, nous avons donc affaire à la décision d'un véritable stratège qui opte pour un repas plus attrayant, plus gourmet, à un moindre effort et au grand malheur de son compère, le corbeau. Alors, imagination, clin d'œil ou dénaturation de l'œuvre. Pour conclure, ces situations de mise en imagination illustrent les multiples possibilités de donner sens à un texte. Générer différentes pistes d'interprétation a de bon pour ouvrir notre perception, nous donner des idées et ne pas rester cloisonnés à nos opinions premières et à nos jugements de valeur. En situation de création, lorsque nous souhaitons créer une autre histoire, c'est d'ailleurs l'une des techniques créatives, le fameux et si, le what if narratif, qui consiste à inventer une autre intrigue en s'inspirant d'une œuvre source. Cependant, lorsque nous nous situons dans un exercice de compréhension dont le but est de saisir ce qu'a souhaité nous transmettre l'auteur, il nous appartient de faire l'effort de distinguer les créations de notre esprit de ce que dit ou a souhaité dire l'auteur pour ne pas dénaturer son œuvre. Si Ésope, Jean de La Fontaine, pouvait peut-être s'attendre et peut-être même inciter implicitement à imaginer une certaine continuité dans ses fables. La vision dichromatique du renard n'était pas encore connue à cette époque, preuve qu'à travers le prisme de notre époque, de notre éducation, de nos connaissances, de nos croyances et de nos valeurs, notre compréhension de ce que nous lisons peut être influencée. On comprend d'autant mieux l'intérêt d'exercer une curiosité vis-à-vis de l'auteur, de son référentiel, de son époque, de sa ligne d'écriture et notamment du mouvement d'idées dans lequel il se rattache. Soit un voyage à travers le temps où communiquent deux mondes, deux époques, celle de l'auteur et du lecteur.